Bonjour, je m'appelle Angélique. Je viens de France. J'ai 5 enfants. À un moment de ma vie, à cause de la misère, de mon isolement, m'a retiré mes enfants, me jugeant indigne de les élever. Personne ne s'est mis avec moi en position de compréhension et de soutien. On m'a jugé, humilié et condamné à devoir vivre sans mes enfants. Nous n'avons pas les mêmes chances dès le départ. Dès l'enfance, nos enfants sont conscients de la dureté de nos vies. Et pour nous aider, ils prennent des responsabilités qui ne sont pas celles d'enfants. Ils veulent nous protéger alors que ce n'est pas leur rôle. À la maison, quand je me retrouvais vide d'énergie, parfois j'avais du mal à assumer le quotidien. Parfois aussi, les enfants devaient partir le ventre vide pour l'école, car à la maison, on manquait de tout. Mais jamais mes enfants n'ont parlé de cela, par peur des jugements à notre égard. Nous avons fait la même chose envers nos parents. Je me souviens, enfant, arrivant à l'école le matin, l'institutrice obligeait ma sœur à se laver. Elle disait qu'elle sentait mauvais. Elle faisait tout cela devant tout le monde. L'institutrice me tirait les cheveux, m'humiliait, en me disant que ma famille, que mon nom de famille n'était pas respectable. Nous n'avons jamais rien dit à nos parents, ne voulant pas rajouter à leur peine. Chez nous, les enfants mûrissent trop vite à cause de la misère et à jamais leur vie s'en trouve marquée. C'est profondément injuste. Il n'y a pas de place nulle part pour que nos enfants puissent parler de leur vie sans craindre la condamnation de leur famille. Le manque d'argent, le logement indigne, notre désespoir d'être sans travail, le fait que trop souvent on est sorti de l'école sans même savoir lire et écrire, sans formation professionnelle, le fait que beaucoup d'entre nous ont été arrachés à leur famille, c'est cela la violence de la misère. Pour survivre, nous sommes obligés de demander de l'aide et nous dépendons d'organisations charitables pour nous nourrir, nous loger, avoir le nécessaire pour nos enfants, et ce n'est pas ce que nous voulons. Quand nous n'avons pas ou peu d'argent, de moyens, nous sommes discriminés, humiliés, on nous ignore ou encore on nous infantilise, on nous rend dépendants. Quand on vit dans la misère, on a tendance à nous faire la morale, à vouloir nous éduquer, à nous dire ce qu'il faut faire ou pas. Nous finissons par avoir honte de nous. Nous subissons ces humiliations en serrant les dents face à ceux qui sont censés nous aider. On nous considère sans intelligence, sans valeur, pas capables d'éduquer nos enfants. On n'attend rien de nous. Alors, des décisions nous concernant sont prises sans concertation avec nous, sans tenir compte de notre expérience, de nos forces, de notre volonté, de notre capacité à vouloir bâtir un monde plus juste. Acceptez de nous connaître, de nous reconnaître. Ne sommes-nous pas comme vous des êtres humains? Cela suffit. Nous ne sommes pas coupables. Nous sommes des résistants. Nous sommes des bâtisseurs de paix. L'expérience de nos vies nous a armés pour cela. Nous sommes debout. Ce que je veux pour moi, je le veux pour tous à travers le monde. À notre tour, nous nous engageons à ne mépriser personne, à ne laisser personne en arrière, à ne laisser personne seul dans sa misère. Nous n'aurons de repos que lorsque la misère sera éradiquée. Alors, la paix pourra se vivre partout et pour tous. Avec vous, c'est à cela que nous voulons contribuer. Merci. Je m'appelle Louis-Adrien Delva et je viens d'Haïti. J'ai découvert la grande pauvreté quand j'étais à l'école secondaire.
Vous le savez, en Haïti, la société est très stratifiée. Les gens d'horizons différents ne se rencontrent pas. Je participais à un groupe de catéchèses à mon collège. Ensemble, souvent le vendredi après-midi, on visitait les gens qui vivaient dans des situations très difficiles. J'avais vu la pauvreté dans la rue, mais là, je découvrais la grande pauvreté. Dans des quartiers où jamais je ne serais allé sans une volonté de rencontrer ces personnes. Aujourd'hui, je vois encore qu'il y a les extrêmement pauvres et ceux qui sont pauvres. Quand ici, dans l'enceinte des Nations Unies, on parle de l'élimination de la pauvreté, là-bas, ce que les gens entendent, c'est que leur recherche de paix sera soutenue. En fondant le mouvement ATD Carmone, Joseph Rosinski a voulu ouvrir le chemin d'une recherche de l'homme isolé par la misère. Il a invité chacun à le suivre. J'ai répondu à cet appel d'abord en tant qu'enfant. Je me rappelle courir rejoindre les livres que ce mouvement apportait dans mon quartier. Au Mali, devenu étudiant, j'ai voulu offrir aux enfants cette même chance de satisfaire leur soif d'apprendre. Plus tard, mes études finies, j'ai fait le choix de m'engager durablement sur le chemin de Joseph Rosinski. Et depuis, je vais comme d'autres et avec d'autres à la recherche de la personne la plus fatiguée pour qu'elle trouve sa place dans la société. Je vis cet engagement de par le monde comme un chemin qui m'amène les intelligences et le courage de ces familles trop laissées pour compte. Partout dans le monde, la misère sépare les enfants et leurs familles. Au Burkina Faso, j'ai rencontré Draman, un enfant qui vivait dans la rue. Après 2 ans de compagnonnage, il a cherché à renouer avec sa famille. Son papa vivait isolé. Il avait été mis au banc de sa communauté après le départ inexpliqué de son fils. Au fur et à mesure des visites de Draman à son père, un chemin s'est dessiné dans la brousse. Et bientôt, d'autres membres de la communauté l'empruntaient à leur tour. Le chemin de Draman était devenu un chemin pour tous. Son papa lui-même pouvait l'emprunter pour se rendre dans son village. C'était un chemin de lien, de réciprocité et de solidarité. Un chemin d'appartenance à une communauté. C'était l'un de ces chemins dont Joseph Rosinski avait fait la promesse qu'il nous amènerait ici à l'ONU et pour que les Nations Unies puissent aussi l'emprunter. Haïti, c'est chez moi. Je n'ai pas à faire d'efforts. J'ai choisi d'être de ceux qui restent. Je ne suis pas seul, il y en a d'autres. Certains restent parce qu'ils sont privilégiés, ils profitent. Moi, je reste parce que c'est l'endroit où je me sens le mieux. Je crois qu'en tant que citoyen, je peux faire quelque chose pour que dans une histoire extrêmement difficile, on essaie d'avancer un peu mieux, d'abord les uns vers les autres, puis ensemble. Je crois qu'en tant que citoyen, je peux apporter ma contribution aux efforts de ces familles en grande difficulté pour retrouver leur dignité. J'ai une histoire avec ces familles du corps monde. Cela a commencé en 1991. Je croyais pouvoir tout imaginer. Mais lors de nos premières rencontres, leur situation me dépassait. Ce que je voyais, ce que j'entendais, je ne pouvais l'imaginer. C'est à cause de cela que je me suis engagé. Pour avancer, je prends comme point de repère ces familles du corps monde. Quand je suis avec ces familles et que l'échange est convivial, pour moi, comme pour ces gens, c'est une façon d'avancer. Un premier pas dans la bonne direction. Et quand les familles trouvent en moi quelqu'un qui peut faire écho aux problèmes qu'elles soulèvent, c'est encore un deuxième pas. Et ce qui me tracasse le plus aujourd'hui, c'est que ces familles font beaucoup d'efforts, mais elles deviennent de plus en plus pauvres. Cela me dérange. L'extrême pauvreté déshumanise l'homme. À l'homme d'y trouver remède et de reconnaître son frère. En rencontrant les familles confrontées à la violence de la misère, au Burkina Faso comme en Haïti, nous avons pris la mesure d'avoir eu la chance d'être libres de nos choix. Aujourd'hui, nous comprenons que notre liberté s'engage en réponse aux aspirations d'Angélique, de Shemus, d'Alex et de tant d'autres de par le monde.
Assez, c'est assez. Il nous faut être ensemble pour dire stop. Ces personnes nous ont aidés à apprendre que la recherche de notre propre humanité n'est pas une affaire personnelle, mais collective. Notre humanité a un même socle, une même dignité. Et ici aussi à l'ONU, il nous reste à apprendre comment créer ces chemins pour que chacun se sente d'une communauté humaine. Et s'il y a un lieu où nous pouvons l'apprendre, c'est bien auprès de ces familles. Et s'il y a un lieu où nous pouvons l'apprendre, c'est bien auprès de ces familles qui connaissent d'autant plus le sens et la valeur d'une telle appartenance qu'elle est constamment refusée. Aujourd'hui, dans notre monde où personne ne voit le bout du tunnel, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, je vais parler français comme ambassadeur de France, comme Angélique et comme beaucoup d'autres. On sent tous que cette réunion, cette rencontre plutôt, n'est pas une rencontre comme les autres. Parce qu'elle touche à l'essentiel, parce que, comme l'a dit Eric, comme vous l'avez tous dit, avec vos témoignages aussi puissants que émouvants que entraînants, parce que le combat contre la pauvreté est la mère de toutes les batailles, celle qui nous réunit aujourd'hui. Parce que ce combat contre la pauvreté, il est au cœur en effet de l'action des Nations Unies, tel que vient de le rappeler Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Parce que les armes de ce combat que vous venez de rappeler, qui s'appellent le respect de soi et des autres, qui s'appellent la dignité, ces armes sont au cœur de ce que vous faites et doivent être au cœur aussi de ce que l'on fait, nous, ici, aux Nations Unies. C'est l'une des leçons que vous m'avez apprises, vous, les représentants, les équipes d'ATD Quart Monde. Alors, et parce qu'aussi, je voulais dire, ce combat contre la pauvreté, ça aussi, vous me l'avez appris, et je crois que c'est une leçon pour nous tous ici, il est inséparable du combat pour la paix. Les deux participent d'un même élan, d'une même générosité. Alors, pour tout cela, voilà, je suis très heureux avec Ayed Zegar, avec mon équipe, d'être ici. Et je dois dire, c'est une grande fierté pour moi comme membre des équipes des Nations Unies de vous accueillir, parce que vous faites honneur à l'ONU, qui porte nos idéaux les plus élevés. Et c'est une grande fierté pour moi, comme représentant de la France, de vous accueillir. Vous me permettez d'apporter cette petite touche française. Et tout le monde ici connaît la grande modestie de la France, qui est bien connue de par le monde. Et aujourd'hui, vous nous rendez tous très fiers, français et pas français. Donc un grand merci pour être ici. L'une des raisons aussi pour lesquelles cette rencontre n'est pas une rencontre comme les autres, c'est qu'elle rassemble des gens qui, pour beaucoup d'entre vous, sont ici à l'ONU pour la première fois ou pour l'une des premières fois, et des personnes comme vous, représentants d'ATD Quart Monde, qui sont pour nous tous, pour moi certainement, une source d'inspiration et d'admiration très profonde. Et ce que j'espère, c'est qu'après notre rencontre, le message que vous avez passé, comme Napoléon Pondarcol, avec une force communicative, eh bien ce message soit comme un viatique qui reste dans la tête et dans le cœur de tous ceux, toutes celles et ceux qui travaillent aux Nations Unies. Donc dignité, courage, respect, ce sont les mots qui vous caractérisent, qui caractérisent ATD Quart Monde. Votre expérience personnelle de la pauvreté et de soutien aux personnes connaissant la pauvreté nous éclaire dans les deux sens du terme. Leur sérénité, votre sérénité, la profonde conviction que vous portez que la misère est une atteinte aux droits de l'homme sont contagieuses et sont au cœur de ce que nous devons faire ici aux Nations Unies. Je suis particulièrement marqué par la paix, la sérénité, si c'est le bon terme, et la force de votre message. Je vous ai rencontré à diverses reprises au cours de la période récente. Et c'est, je crois, Susanna qui rappelait au cours des derniers jours que la paix n'était pas le contraire de la guerre. La paix, c'est le contraire de la violence, de toutes les violences. Et parmi ces violences, la misère et la pauvreté tiennent leur part. Combattre la violence, combattre ces violences, dont la pauvreté, c'est donc faire œuvre de paix.
Et dans une enceinte comme celle des Nations Unies, ces mots nous parlent, en tout cas me parlent, et je crois à beaucoup d'entre vous, et nous devons les entendre, nous devons vous entendre. Et c'est justement pour les entendre, pour vous entendre, que chaque année, en ce 17 octobre, nous nous réunissons ici, aux Nations Unies, comme de nombreuses autres personnes partout dans le monde, pour affirmer notre combat contre la misère, pour affirmer la reconnaissance de la dignité et des droits de toutes les personnes qu'elle touche. Cette année, le 17 octobre prend une dimension particulière. Nous célébrons en effet plusieurs anniversaires. Le centenaire de la naissance du père Joseph Wresinski, le fondateur d'ATD Quart Monde, le 60e anniversaire de ce mouvement international que vous portez, le 30e anniversaire de l'appel de Joseph Wresinski en 1987 à reconnaître la dignité et les droits fondamentaux des victimes de la misère. Et enfin, cela fait 25 ans que les Nations Unies ont fait de ce 17 octobre la journée internationale de l'élimination de la pauvreté. La France a sa part dans cette histoire, c'est vrai, et c'est un honneur pour moi et pour nous tous ici d'y prendre une modeste part. La lutte contre la pauvreté et l'exclusion est plus que jamais une priorité majeure de nos politiques, à la fois au sens général et au sens de tous les pays que nous représentons, mais aussi un effort, une exigence de solidarité et la recherche de la plus grande cohésion sociale. Après plusieurs années de mise en œuvre d'un plan ambitieux de lutte contre la pauvreté dans toutes ses dimensions, le gouvernement français vient ainsi de proposer des orientations complémentaires pour lutter contre l'exclusion des enfants et des jeunes générations, qui, si je vous ai bien écouté, est au cœur aussi de ce combat. L'une des ambitions est de rompre, de casser cette spirale de la pauvreté qui passe trop souvent d'une génération à l'autre. Nous refusons, encore une fois grâce à vous, cette fatalité, cet héritage, si j'ose dire, de la misère et de la pauvreté. Le mot-clé ici, je crois, c'est de construire et de construire ensemble, main dans la main, des mondes plus fraternels, plus solidaires, autour des familles, autour des lieux de vie, autour des communautés. Et à cet effet, la culture et l'éducation pour tous sont une voie incontournable de lutte contre la misère. Le président Macron l'a rappelé avec force, ici même, lors de sa venue à l'Assemblée générale de l'ONU. La protection des plus vulnérables contre les grands fléaux, qu'ils soient sociaux, sanitaires, environnementaux, est aussi cruciale. Et après l'accord de Paris, le pacte pour l'environnement, qui est l'un de nos combats ici à l'ONU, pacte mondial pour l'environnement, que Achim Steiner connaît mieux que personne, est aussi de nature à y contribuer. La lutte contre la misère et la pauvreté, c'est aussi éviter que des personnes n'y tombent après des catastrophes naturelles, après des conflits ou des guerres, qui font partie aussi de notre combat quotidien à l'ONU. Et ce combat-là suppose que l'on puisse articuler de manière cohérente la lutte pour la paix, pour la sécurité, le maintien de la paix bien sûr, les politiques de développement, l'aide humanitaire, en ne laissant personne derrière, en ne laissant personne de côté. Et c'est ça le mot-clé en réalité, que vous m'avez là aussi appris. Toute personne qui est laissée de côté serait non seulement une tâche sur ce que l'on essaye de faire, non seulement un aveu d'impuissance, mais le signe que nous ne pourrons jamais trouver la bonne méthode de partenariat avec tous ceux qui luttent contre la pauvreté et qui en font, comme c'est votre cas, le combat de leur vie. Et plus profondément, ceux qui ont connu l'extrême pauvreté sont des artisans de paix, des partenaires pour la paix, et doivent être reconnus comme tels. S'il y a un appel que je voudrais lancer aujourd'hui, je crois que c'est celui-là, avec vous. C'est aussi une leçon d'ATD Quart Monde, et bien sûr d'autres militants auprès des plus vulnérables. C'est en aidant celles et ceux qui sont les plus fragiles, mais aussi en les écoutant et en faisant de vrais partenaires que l'on peut et que l'on pourra construire la paix pour tous. Alors encore une fois, à chacune et chacun des équipes, volontaires, activistes, si c'est le bon terme, d'ATD Quart Monde, sachez que ça n'est pas une réunion, une rencontre comme les autres aujourd'hui, que nous repartons tous, et moi le premier, ému mais aussi plus fort, et que cette rencontre nous marquera, je pense, à jamais. Merci. Quel sens a la vie si près de nous
D'autres meurent dans l'indifférence. Quel sens a la vie si des enfants s'interdisent de rêver jusqu'à dire « je ne rêve pas, ça ne sert à rien, je sais que ça n'arrivera pas ». Quel sens a la vie quand des mères en sont à se demander « si je laisse aux services sociaux l'enfant que je porte, comme ils le veulent, est-ce qu'on me laissera faire le bonheur de celui qui a l'âge d'aller à l'école, ou est-ce qu'ils me le prendront aussi ?» Quel sens a la vie quand des jeunes sont mis à l'écart de nos programmes sociaux et éducatifs parce qu'ils font peur, que plus personne n'attend rien de bon d'eux, ni de leur famille? Quel sens a la vie quand ceux qui luttent pour la justice parlent au nom des pauvres sans les rencontrer? Et quel sens avait la vie pour Józef Brzezinski, cet enfant de la misère qui est devenu homme, nous a rassemblés le 17 octobre, il y a juste 30 ans, témoignant pour ces millions d'enfants, de femmes et de pères qui sont morts de misère et de faim, pour ces pauvres de tous les temps et encore d'aujourd'hui, fuyant de lieu en lieu, méprisés et honnis, pour ces millions de jeunes qui, sans raison de croire ni d'exister, cherchent en vain un avenir en ce monde insensé. Dans quelle direction nous a-t-il entraînés à agir pour que le monde retrouve son sens? Ce monde où la recherche effrénée de sécurité de ceux qui ont renforce l'insécurité de ceux qui manquent de tout. Sur ces pas, des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants de partout dans le monde, comme nous aujourd'hui, ont refusé la culpabilité, la fatalité de la misère et le gâchis de leurs intelligences. Ils osent provoquer des rencontres avec celles et ceux qui ne sont pas de leur monde, qui ne fréquentent pas les mêmes écoles, qui n'ont pas reçu la même éducation. Des rencontres avec le cœur, les mains et les intelligences. Des rencontres réputées jusque-là impossibles. Dans les quartiers où on a peur, comme dans les tours d'ivoire et les lieux surprotégés, entre ceux qui crèvent d'inutilité et ceux qui ont toujours trop de travail, entre les plus humbles et les plus haut placés de ce monde. Des rencontres pour défendre les droits de ceux qui n'ont nulle part où aller, si ce n'est dans les lieux où personne ne voudrait avoir à élever ses enfants. Ensemble, en suscitant ces rencontres inespérées, ils découvrent la fierté de pouvoir se reconnaître d'une même humanité, capable de changements insoupçonnés, porteurs d'espérance pour un monde libéré de la misère. Et ils répondent ainsi à l'interpellation du père Józef Brzezinski au soir du rassemblement des défenseurs des droits de l'homme le 17 octobre 1987. Et vous, serez-vous des initiateurs de cette route neuve où la justice l'emportera sur le profit, l'exploitation, la paix sur la guerre, où la justice et l'amour sont enfin réconciliés? Oui, à nous tous de continuer à oser ces rencontres le 17 octobre et tous les jours.